Bienvenue encore une fois à notre discussion en langue française. Aujourd'hui, je voulais parler de la tribu des Bakongo. Ce qui m'a toujours fasciné depuis que je suis jeune, c'est le système matriarcal des Bakongo. J'ai toujours voulu comprendre qu'est-ce qu'il en est. Pour ceux qui ne savent rien de cela, vous savez que c'est le système par lequel les noms des enfants sont tirés de la famille de la mère plutôt que de la famille du père. Et c'est là parce que la plupart d'entre nous venons de systèmes où nos noms sont pris directement de nos pères. Et en cherchant les informations, je suis tombé sur une histoire. Et l'histoire est euh, présumée être la raison pour laquelle la tribu des Bakongo est matriarcale à ce moment. Et cette histoire va ainsi. Il était une fois dans un royaume très vaste, très calme et prospère, un sage roi. Mais un jour, la prospérité de ce royaume a été interrompue par les disputes entre un couple. Et la dispute, en fait, était basée sur le fait que la femme avait dévoilé que certains des enfants qu'elle avait dans la famille avec son époux n'étaient pas de cet époux, mais plutôt de quelqu'un d'autre. Ça a créé un, un problème dans le village, dans l'État ou dans le pays, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et ça a créé tellement de problèmes où chacun voulait prendre parti pour cette partie ou l'autre. Et le roi a convoqué sa cour, il a convoqué le couple et a permis aux deux parties de pouvoir exprimer leur version de fait. Après que cela ait été expliqué, le roi a pris la parole et est parvenu à cette décision. Parce que c'est la femme qui connaît qui est réellement le père de chaque enfant, alors les enfants vont rester avec la maman. Et désormais, les noms des enfants seront pris de la lignée de la mère. Et il en était ainsi jusqu'à présent pour expliquer le système matriarcal des Bakongo, la fin. Et si vous n'êtes pas Mukongo ou si vous êtes Mukongo de la nouvelle génération, peut-être que vous serez pardonné de considérer cette histoire comme une simple fable, mais en même temps, vous aurez encouru le risque de ne pas vraiment tirer le bénéfice de ce que cette histoire veut nous enseigner. Dernièrement, je suis parvenu à développer une certaine appréciation de ces histoires antitypiques du passé et de comprendre l'implication psychologique dans notre société, non seulement comme nous la vivons aujourd'hui, mais comme les sociétés étaient organisées dans le passé. Évidemment, ces interprétations peuvent être prises de tous côtés. Et mon effort ici, c'est de pouvoir enlever toute subjectivité de mes interprétations et d'y apporter un peu une analyse scientifique qui permettra de nous mettre d'accord sur certains points. Et à travers ceci, je veux vous expliquer comment cette histoire montre à quel point le royaume de Bakongo, ou les Bakongo, comme nous les connaissons aujourd'hui, sont vraiment de génie en termes d'administration et de management. Et parce que cette femme dans l'histoire était capable de pouvoir plaider son cas devant le roi et d'obtenir une décision favorable, bien que la majorité, une grande partie de la population était contre elle. Ça montre que les Bakongo s'organisaient dans une société égalitaire et surtout qu'ils avaient compris que
l'expression, la liberté d'expression était la fondation sur laquelle une telle société pouvait se bâtir. On n'a pas besoin de données empiriques pour constater que les sociétés où il y a une certaine liberté d'expression tendent à bien s'épanouir ou à être beaucoup plus avancées que les sociétés qui ne le sont pas. L'autre importance que j'ai trouvée dans cette histoire, c'était la notion de leadership. Le roi, si vous voyez bien, il y a une certaine nature transcendante qui est particulière à ce roi parce qu'il s'élève au-dessus des considérations de genre sexuel pour pouvoir générer un système. Et pour avoir vraiment cette notion, il faut sortir un peu de cette histoire et considérer d'autres littératures sur la société Bakongo. Et lorsque vous lisez cette littérature, vous allez vous rendre compte que les Bakongo sont vraiment une société très spirituelle au point où ils ont été capables de générer une narrative de monothéisme à l'époque, ce qui n'était pas du tout facile, surtout quand vous considérez que tout le monde était en train d'adorer ou d'adorer n'importe quoi. Et maintenant, pour eux, la spiritualité était un moyen de construire une certaine confiance à travers les tribus. Et ça s'est passé à peu près comme ceci. Vous avez un Dieu A, nous avons un Dieu B, et au lieu de nous entretuer jusqu'à ce que je gagne, parce que ce serait impossible et nous allons tous perdre, est-ce que ce ne serait pas mieux de savoir ce que Dieu A veut et Dieu B veut, et que nous pouvons maintenant extraire un Dieu C qui est au-dessus des dieux A et B et construire un empire de cette façon. Et cela était la façon dans laquelle ils étaient capables d'étendre le royaume et ce qui a fait que le royaume Congo était le plus vaste des royaumes dans la République démocratique du Congo tel que nous la connaissons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rester ici et dire que tel que la République démocratique du Congo est aujourd'hui, nous avons une société stable, égalitaire, une société qui s'épanouit en collaboration avec d'autres nations. Mais la question reste à savoir comment en est-on arrivé à ce que nous avons aujourd'hui, partant de cette histoire qui était jadis. Il y a beaucoup de raisons, mais l'une des raisons, c'est que ça a commencé vers les années 1482 avec la venue des Portugais au Congo avec Diego Cao, qui a eu deux voyages et ils s'étaient battus. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte de ce qui rendait les Bakongo vraiment puissants et ce qui était vraiment la fondation, le secret de leur succès, c'était la spiritualité. Ça commençait par là. C'est là que ça a été généré. Et alors, il était question de leur montrer que le même Dieu que vous adorez là, c'est le même que nous adorons. D'ailleurs, nous avons des témoins qui étaient au Portugal et qui se sont rendus compte que nous adorons un Dieu aussi. Et c'était ainsi. Mais le malheur est que maintenant, il y avait deux cultures. L'une égalitaire et matriarcale et l'autre patriarcale qui vient de là, de guerres qui sont vraiment énormes. Et parce qu'ils étaient beaucoup plus avancés technologiquement, ils étaient en mesure d'avaler la plupart des valeurs de la culture des Bakongo. Et c'est ce qui fait que nous avons les restes de ce que ce grand royaume a pu représenter dans le passé. Mais ce qui est le plus important encore est ce que les nations qui sont venues après, je parle ici des Belges, ils ont compris que où était la faiblesse des Bakongo.
Et d'une façon ou d'une autre, je crois qu'ils ont joué ça parce que la spiritualité ou l'expérience spirituelle peut être générée par des facteurs extérieurs. Et il suffit seulement de présenter ces facteurs à la population pour les distraire et s'occuper du reste. Et ces facteurs extérieurs ou facteurs externes qui peuvent engendrer une expérience spirituelle, c'est le jeûne, il y a la musique, il y a la danse, il y a les médicaments qui peuvent générer cette expérience spirituelle. Et malheureusement, c'est ce qui explique d'innombrables confessions religieuses à Kinshasa. Je suis sûr que si quelqu'un commence une église aujourd'hui, vous avez plus de chances d'avoir du succès en commençant une église que de commencer une affaire lucrative. Carrément. C'est pas pour dire que toutes les confessions religieuses ou toutes les personnes ou les pasteurs sont nécessairement mauvais, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de génie dans tout ça. La demande est intrinsèque. Il n'y a pas d'effort. Et il suffit de leur donner cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui préféreront passer du temps en train de jeûner ou de prier plutôt que de travailler. Ce n'est pas de leur faute. Ça est dans l'air. Ça vient des ancêtres. Il y a Mzee Laurent Kabila qui disait « Tant que Kinshasa sera la capitale de la République démocratique du Congo, rien de bon ne viendra de cela. » Mais je crois que le problème était beaucoup plus profond que ça. Vous pouvez changer la capitale et l'amener n'importe où. Tant que les Bakongo ne seront pas à mesure d'équilibrer leur spiritualité et le travail qu'ils sont censés nous donner, nous avons un sérieux problème. C'est facile de pointer du doigt ceux de l'extérieur. Quand vous considérez que la tribu des Bakongo représente ou a pu représenter près de 50% de la population congolaise, vous commencez à vous rendre compte que s'il n'y a pas de changement de ce côté-là, nous avons un grand problème. Et peut-être que, et ceci n'est pas pour minimiser le nombre de morts qu'on a eu à travers les multiples guerres dans notre pays, mais c'est peut-être pour vous dire que la vraie guerre n'est pas à l'Est. La vraie guerre est à l'Ouest. Et précisément, la vraie guerre est contre les Bakongo. Et aussi longtemps qu'ils ne sortiront pas de cette torpeur et nous bénir de leur génie administratif, il sera vraiment difficile de faire en sorte que les richesses du Congo soient une bénédiction pour les Congos, autant que cela a été et continuera de l'être pour le reste du monde. J'espère que nous avons pu vous donner une idée de ce que le Bakongoso, une idée positive, mais aussi ce qu'il représente dans la solution pour notre pays. Merci beaucoup et à la prochaine.